suis enseignant-chercheur maître de conférence à l'Université de Picardie dans un laboratoire de recherche qui s'appelle Edison. Et j'espère de tout cœur pouvoir mener à bien ma présentation orale, parce que comme vous pouvez l'entendre, on ne tombe pas malade quand on a envie, c'est bien dommage. Donc j'espère que ma voix ne va pas s'éteindre pendant ma présentation. Alors je vais vous présenter une étude qui a été effectuée en forêt de Compiègne et qui a consisté à la comparaison de relevés floristiques sur une période de 45 ans et qui a mis en avant des changements de communauté végétale sur des sites semi-marécageux, ce qui est l'objet de ce colloque de phytosociologie. Alors aujourd'hui, on a une grande chance, l'écologie se sert de plus en plus de données historiques et en effectuant ces rééchantillonnages, on permet d'identifier les changements de végétation. Alors tout le monde le sait, les communautés végétales changent au cours du temps, mais elles changent surtout suite aux activités humaines et ces changements de végétation s'accélèrent de plus en plus. Alors beaucoup de facteurs sont mis en avant et tentent d'expliquer ces changements de végétation. Il s'agit notamment de l'élévation de température, on en a tous entendu parler, des dépôts azotés, donc les dépôts atmosphériques, la gestion forestière également modifie ces communautés, la pression des ongulés, peu limitée par la chasse, ou encore les invasions biologiques, comme c'est le cas en forêt de Compiègne, j'en parlerai tout à l'heure, invasion par Prunus serratina. Alors l'objectif de l'étude en question était, vous l'avez compris, d'identifier ces changements décennaux dans les compositions végétales, donc, notamment dans une ancienne forêt feuillue. Donc les relevés ont été effectués en 1970 et ont été comparés à ceux de 2015, donc sur l'ensemble du massif. On a également effectué des comparaisons selon les différents types de sols, et donc ce qui nous intéressera aujourd'hui, ce seront essentiellement les glésols. Et puis on a également abordé une comparaison de relevés en effectuant des relevés dans la partie gérée de la forêt de Compiègne et en comparant les relevés de la partie non gérée de la forêt de Compiègne, donc dans une réserve. On a également mis en avant l'effet important de la gestion sur le changement de communauté végétale, et cette partie ne sera pas présentée ici. Donc il s'agit d'identifier quels sont les facteurs locaux qui vont modifier les végétations, les facteurs régionaux ou encore des facteurs nettement plus globaux. Alors, les hypothèses de recherche qui ont été formulées stipulent que les événements de colonisation et d'extinction vont augmenter la similarité, donc tout à l'heure j'utiliserai plutôt le terme d'homogénéisation, entre sites au cours du temps, donc on compare en 1970 avec 2015. Une autre hypothèse de travail stipule que les changements de végétation peuvent être expliqués par une multitude de facteurs. Donc on parlera tout à l'heure d'abrutissement, de dépôts azotés et de ces fameuses invasions biologiques. Et enfin, la dernière hypothèse stipule que les sites en question, les glésols, sont les plus sensibles et par conséquent vont présenter des changements de végétation plus marqués que les autres types de sols. Alors notre aire de jeu, c'est la forêt de Compiègne qui est située dans l'Oise, qui couvre à peu près 15 000 hectares de forêt et qui est composée essentiellement de chênes, de hêtres et de charmes. On a rééchantillonné 78 parcelles forestières et donc vous l'avez compris, on va comparer 78 relevés anciens avec 78 relevés réeffectués en 2015. Donc, nous avons identifié 78 sites de couverture de surface variable entre 400 et 1000 m². Les premiers relevés donc, de 70 avaient été effectués par M. Paul Tombal et nous avons rééchantillonné en 2015. Sur chacune des parcelles, nous avons recensé la végétation herbacée à laquelle nous avons attribué des coefficients d'abondance-dominance. Nous avons également recensé la strate arborescente, identifier chacun des recouvrements des différentes strates et nous avons un petit peu comparé tout ça. Alors aujourd'hui je parlerai essentiellement des comparaisons à l'échelle globale de la forêt, donc on compare tous les relevés de 70 avec ceux de 2015 et je parlerai également de la comparaison donc, des sites humides, des sites semi-marécageux que sont les glésols, où on a tout simplement comparé 13 relevés de 1970 avec 13 relevés de 2015. Alors nous avons travaillé sur des matrices de relevés de végétation, donc 78 relevés
pour l'échelle globale, ceux de 1970, ceux de 2015, où nous avons recensé 227 espèces. Et pour les glessols, ça a été évoqué juste précédemment, on a comparé 13 relevés de 1970 avec 13 relevés de 2015, où nous avions 138 espèces végétales recensées. Nous avons également utilisé des traits associés aux plantes. Donc ce sont des traits morphologiques, j'en reparlerai juste après, des traits physiologiques, des traits phénologiques, et nous avons comparé tout ça. Donc pour faire un petit peu simple, on a comparé les changements de composition, donc avec un certain nombre de tests statistiques. On a essayé d'expliquer les différences de composition, ce qu'on appelle la richesse bêta. On a utilisé des analyses d'espèces indicatrices, quelles étaient les espèces plus ou moins présentes sur les types de sol, des études de composition qui seront représentées par des graphiques très faciles à lire tout à l'heure. On a également regardé quelles étaient les espèces, le nombre d'espèces présentes, comment ces espèces s'associent les unes avec les autres, quels sont les liens de parenté de ces espèces, donc c'est tout ce qui va être associé à la phylogénétique, et enfin, quels sont les différents traits associés à ces espèces, c'est tout ce qui va être lié aux traits fonctionnels. Nous avons également identifié d'autres traits d'histoire de vie, qu'on va comparer ensemble, et enfin, pour les espèces ligneuses, pour chacune des espèces, nous avons associé des indices de qualité de litière, bonne décomposition, mauvaise décomposition, et enfin associé des indices de pouvoir ombrageant d'une espèce par rapport à l'autre. Et vous allez voir, tout ça va changer. Alors parmi les traits de vie, rapidement, nous avons le type biologique de l'espèce. Est-ce que ce sont des espèces forestières ou ce sont des espèces plus généralistes? Quelles sont les stratégies de ces espèces? Est-ce que ce sont des rudérales ou des compétitrices? Donc ce sont tous les indices de Grime. Est-ce que ce sont des espèces qui peuvent être croquées par le grand gibier? D'autres caractéristiques comme la hauteur, la largeur de feuilles, etc. À chacune des espèces, on a également associé les indices d'Ellenberg. Comme vous le savez certainement, Ellenberg a associé à chacune des espèces végétales un certain nombre de caractéristiques, notamment la luminosité, l'atrophie, la continentalité, l'humidité, la température, et on s'est également intéressé au type d'éléments dispersés, le type de banque de graines, le poids des graines, etc. Alors, très simplement, les points relevés ici en 2015, ce sont les points bleus, et les points représentés ici en rouge, ce sont les relevés de 1970. Alors de manière générale, vous le voyez ici, le nuage de points de 1970 ne recouvre pas beaucoup le nuage de points de 2015, ce qui explique qu'on observe une différence de composition dans les relevés. Et d'autre part, de manière générale ici, on observe que les relevés de 2015 sont dans un nuage de points beaucoup plus restreint, moins éparpillés que ceux de 1970, ce qui explique tout simplement qu'on a une homogénéisation de la végétation. On l'observe très très bien sur les autres types de sols. On voit bien que les nuages sont très distincts les uns des autres, qu'ils ne se recouvrent pas, et qui plus est, le nuage de points des nouveaux relevés est beaucoup plus centré sur lui-même. On retrouve pratiquement toujours les mêmes espèces dans ces relevés. On a une homogénéisation de la végétation. C'est particulièrement vrai ici pour les glessols. Si on regarde en termes de changement, les glessols sont situés ici plutôt en tête de gondole par ordre croissant de changement. Donc on observe, vous l'avez compris, un changement de composition au cours du temps et une homogénéisation de la végétation depuis 45 ans. Quand on s'intéresse maintenant à la diversité taxonomique, donc le nombre d'espèces, alors on le voit très très bien, on a une très très nette augmentation entre 1970 et 2015, on a une très nette augmentation de toutes les variables de diversité taxonomique. Donc on a bien une richesse qui va augmenter. Et sur les types de sols, plus particulièrement, la richesse augmente également, avec, vous voyez, le glessol toujours dans les types de sols pour lesquels on a une augmentation plus ou moins importante en termes d'espèces. Alors, les différents changements de végétation qu'on vient de voir juste avant, on a essayé de comprendre en quoi correspondaient ces changements. Deux cas de figure, soit les espèces changent, on a des différences dans les espèces parce que d'autres espèces arrivent et viennent compléter les relevés. L'autre cas de figure,
c'est que les espèces en place se font totalement remplacer par les nouvelles espèces qui arrivent. Alors ce sont deux variables qu'on appelle le nestedness, pour ce qui est des changements de richesse. D'autres espèces viennent compléter la liste. Et l'autre variable, c'est le turnover. Et ce turnover explique tout simplement que les espèces présentes se font complètement remplacer par d'autres. De manière générale, sur l'ensemble de la forêt, on a à peu près les deux. On a et une forte arrivée d'espèces qui viennent compléter, et sur d'autres sites, on a un turnover important. Pour ce qui est des glessols, ce qui est particulier pour ces types de sols, c'est qu'on a surtout du turnover. Ce qui explique que sur les glessols, pratiquement toutes les espèces présentes se font remplacer par d'autres espèces. Donc on a complètement un changement de composition. Alors on a fait la même chose, hein, je l'ai dit tout à l'heure, sur tout ce qui était traits de vie des espèces, donc tous les traits fonctionnels, et les liens de parenté. De manière générale, sur l'ensemble du massif, on va voir une augmentation de ces familles et une augmentation de ces traits de vie. Sur les glessols, encore une fois, ce sont les types de sols sur lesquels on a le plus grand changement. C'est là où on a le plus grand changement en termes de famille, c'est là où on a le plus grand changement en termes de traits de vie. Donc on l'a compris, les glessols changent terriblement depuis ces 45 ans. On peut tout à fait se poser la question, quelles sont les espèces qu'on va retrouver sur ces glessols? Quels sont les traits qu'on va particulièrement retrouver sur ces types de sols? Alors sur les glessols, on a un certain nombre d'espèces qui arrivent en abondance. Donc je vous ai mis quelques noms d'espèces présentes ici. Et si on regarde plus spécifiquement qu'est-ce qui caractérise ces espèces, on l'a représenté ici avec un arbre de caractéristiques. Ce qui ressort ici, c'est l'héliophilie. On remarque que les espèces qui présentent la plus forte arrivée sur les glessols, ce sont les espèces qui sont sciaphiles, qui arrivent surtout. Ensuite seulement, on a des espèces héliophiles, et les espèces héliophiles sont plutôt rattachées ici à un critère d'humidité, ce qui veut dire que la seule arrivée possible pour les espèces héliophiles, ce sont les zones particulièrement humides de ces glessols. Si on regarde les autres traits, alors sur l'ensemble du massif, ce qu'on observe, c'est que ce sont surtout les espèces à forte palatabilité qui apparaissent, les espèces eutrophes, donc associées à l'indice d'azote d'Ehrenberg, les espèces hygrophiles et les espèces à continentalité élevée. Sur les glessols, on a des choses un petit peu plus différentes. On l'a vu tout à l'heure, ce sont les espèces qui présentent une luminosité plus faible. Ça tombe bien, puisque c'est quelque chose qui ressortait tout à l'heure. On a surtout des espèces sciaphiles qui apparaissent. On a une diminution de la continentalité. Donc c'est quelque chose qui s'exprime par la fermeture de la canopée, donc qui est en lien ici avec notre diminution de lumière. Et on observe non pas une eutrophisation par l'azote sur les glessols, mais plutôt une acidification sur les glessols. Et c'est ce qui explique le changement de végétation. En termes de traits de dispersion, sur les glessols, on a surtout des espèces hydrocores et des espèces qui pourraient être agestocores transportées par les engins mécaniques. On a des espèces aux graines longivives et des espèces qui sont très tolérantes au stress. Par contre, pour ce qui est de la perte d'espèces, on a surtout des espèces qui sont transportées par les animaux et on a une diminution des espèces généralistes et une augmentation des espèces spécialistes. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que toutes nos espèces ici, ce sont des espèces qui sont adaptées à la fermeture de la canopée qu'on observe normalement sur ces types de sols. Cependant, quand on regarde le recouvrement de la strate arborescente, on se rend compte que cette strate arborescente, finalement, elle diminue. On a une ouverture de la canopée. Donc quelque part, on a un décalage entre l'explication de la strate herbacée et ce qui nous est démontré ici par la strate arborescente. Donc pourquoi est-ce que finalement notre strate arborescente s'ouvre? Tout simplement par quelque chose qui a été déjà évoqué ce matin, c'est la disparition des frênes par la calarose et la disparition de l'orme. Cette modification de la couverture va également modifier la qualité de litière. Vous le voyez ici, on va avoir une diminution de la qualité de litière. Avant, elle était très très bonne. Là, la qualité de litière, elle est un petit peu moins bonne. Donc on a un délai de réponse différent entre ce que nous montre aujourd'hui la strate arborescente et ce que nous montre la strate herbacée. Tout ça pour vous dire que
Les espèces ont changé depuis 45 ans. C'est toujours les mêmes espèces qui sont arrivées. Ce sont les espèces d'ombre, les espèces nitrophiles ou les espèces acidiphiles. Les nouvelles venues, ce sont celles qui sont favorisées par la gestion forestière. Tout à l'heure, je vous parlais d'espèces qui étaient transportées par les engins mécaniques. Ce sont des espèces qui sont favorisées par les roues des camions de débardage. Les espèces hydrocores, ce sont celles qu'on va retrouver dans les zones de tassement de sol où on va retrouver des zones un petit peu plus humides. C'est ce qui explique qu'on a une explosion. Quelles sont les espèces qui arrivent? Ce sont les fougères. Et on a une explosion de carex depuis 1970 associée à la gestion forestière. Sur les glessols, vous l'avez compris, ce sont des sols particulièrement sensibles. C'est là où on trouve finalement les plus grands changements. Et ce changement, c'est tout simplement un remplacement d'espèces parce qu'on a une perte de luminosité et parce qu'on avait une acidification des sites. C'est quelque chose qui va encore changer. C'est quelque chose qui va encore changer, notamment parce qu'on va encore intensifier la sylviculture sur cette forêt. Et c'est quelque chose qui va encore changer parce que le couverture va encore davantage s'ouvrir suite à l'extension de la calareuse. Alors, vous le voyez, la végétation change. Donc je vous redonne rendez-vous dans 45 ans. On aura encore une autre végétation. Et en attendant, je vous remercie de votre attention. Je me félicite pour cette recherche qui n'est pas descriptive parce qu'il y a beaucoup de rapports qui décrivent. Mais ici, c'est vraiment touché avec l'expérience, les changements qu'il y a eu. Alors, je me félicite, c'est tout à fait parfait, mais il y a un corollaire de questions qui se posent. Et alors, la première, je vous en dirai un ou deux, la première chose qui m'intéresse, c'est ça. Les changements que vous avez décrits, ils se réfèrent à différentes associations, n'est-ce pas? Vous avez étudié les espèces, mais les espèces croissent dans différentes associations. Je ne sais pas combien, mais ça ne fait rien. Alors, ce que je vous demande, c'est ça. Les changements au niveau de la flore qui se sont produites ont provoqué aussi un changement à niveau phytosociologique. Est-ce qu'il y a eu un changement d'une association à une autre ou une tendance, ou tous les changements se sont produits à l'intérieur de l'association pour l'instant? Alors, la description qui avait été faite par Tombal, c'était une classification qui était très très globale. C'était les milieux humides. Voilà. Donc, il n'y a eu pas d'approche phytosociologique faite d'emblée. Donc on ne l'a pas faite non plus. Mais effectivement, on pourrait très très bien regarder si on n'a pas basculement d'une association à une autre. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait. C'est parce que, je finirai, dans la forêt de Bialowieza, qui bien sûr, vous savez, elle est plus étendue que là. Alors le professeur Falinski avait démontré le phénomène de l'héliophilie, c'est magnifique, et comme vous l'avez décrit, mais il y a, avec des méthodes un peu différentes, elles ont été étudiées dans les clairières qui se produisent dans la forêt de Bialowieza. Mais Falinski avait démontré aussi les changements, la disparition d'une association avec le Rouvre, je ne me souviens pas le nom, à cause de l'invasion d'espèces, parce que ça provoque la dégénération, disons, vis-à-vis de la strate herbacée, de la composition de la flore. Et chez nous, par contre, sur la Pennine, cette dégénération se produit à cause parce qu'on coupe fréquemment tous les 15 ans. Et alors, il y a une compétition toujours entre héliophilie et sciaphilie. Mais ça, c'est une autre chose. Les changements dans le temps, c'est comme ça. Et je crois qu'il faudrait faire ça pour toutes les fragments de forêt que nous avons. Je ne dirais pas sur les Alpes, mais sur les fragments collinaires et des plaines, aussi chez nous en Italie. Mais ce sont des recherches très peu développées, parce que ça coûte beaucoup de travail, selon moi. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a en France un réseau de suivi justement des parcelles forestières qui s'appelle Econfort et qui en fait joue ce rôle de sentinelle. Ça existe pour l'Italie plutôt. C'est super intéressant et
ça me perturbe profondément parce que je m'attendais à ce que le cortège évolue plutôt vers des espèces héliophiles, étant donné l'intensification de la sylviculture depuis les années 80 qui est absolument énorme dans ce massif. Et comment se fait-ce? Alors, cela se fait parce que là, je vais uniquement présenter les glessols. Ce n'est pas les sites les plus exploités. Par contre, si tu viens à l'assemblée de la société linéenne, où je vais présenter l'ensemble des types de sols, tu verras que sur les types de sols, luvisol et podzosol et cambisol, là, l'exploitation forestière, c'est festival. On va avoir une ouverture incroyable de la canopée, et là, on a un cortège floristique qui bascule complètement dans l'héliophyte. Ah, ça me rassure.